L'Ukraine est en pleine guerre défensive. Une guerre pour l'indépendance. Cela signifie que son économie est également en guerre. Les infrastructures essentielles sont détruites, des millions de personnes quittent le pays et le PIB chute d'un tiers. Néanmoins, la nation s'accroche et se bat pour l'avenir. Un avenir qui est meilleur que la réalité de la guerre d'aujourd'hui et même que la période d'avant-guerre. Et cela dépend en grande partie des Ukrainiens eux-mêmes. Nous allons examiner l'état actuel de l'économie ukrainienne et ses perspectives pour les prochaines années après la guerre. Quelle peut être la santé financière d'un pays qui mène une guerre défensive sur son territoire contre un pays dont l'économie, l'année du début de la guerre, était presque 10 fois plus importante que celle du pays envahi? C'est une question rhétorique. Dans les moments où le sort de l'État est en jeu, comme c'est le cas aujourd'hui pour Kiev, l'économie passe au second plan. Elle n'en demeure pas moins le fondement du fonctionnement de l'État. Après tout, si les soldats ne reçoivent pas leur salaire, si les retraités ne perçoivent pas leur pension, ou si le secteur public ne reçoit pas de paiement de l'État, aussi minime soit-il, la question peut se poser. Tout cela en vaut-il la peine? La majorité de la population n'étant pas encore directement impliquée dans la guerre, le maintien d'une économie fonctionnelle est une tâche vitale pour un pays en conflit. Et c'est une tâche extrêmement difficile. Selon diverses estimations, le produit intérieur brut de l'Ukraine s'est contracté d'environ 30% l'année dernière. Le chômage a augmenté de 20 points de pourcentage, tandis que l'inflation avoisinait les 27%. Selon la Banque mondiale, la proportion de la population vivant sous le seuil de pauvreté est passée de 18% à 60% en un an. Viennent ensuite les pertes matérielles et d'infrastructures. Elles sont estimées à 140 milliards de dollars, tandis que le coût de la reconstruction, selon la Banque mondiale, s'élève à la somme faramineuse de 410 milliards de dollars. Cela représente 2 fois le PIB de l'Ukraine avant la guerre. Mais la plus grande perte reste celle des personnes. La fleur de la nation, très majoritairement masculine, saigne au front. Des millions de personnes ont fui le pays déchiré par la guerre dès qu'elle a éclaté. Le ministère ukrainien de l'économie estime que 6,2 millions de citoyens ukrainiens d'avant-guerre se trouvent hors de ses frontières. L'Ukraine perd environ 2 milliards de dollars par mois rien que pour cette raison, estime Serhiy Marchenko, ministre de l'économie. L'effondrement démographique du pays est encore plus dévastateur que la destruction des infrastructures et de l'économie. Avant l'invasion, la population de l'Ukraine était estimée à environ 41 millions d'habitants. Aujourd'hui, si l'on exclut les migrants et les personnes vivant sous l'occupation russe, ce chiffre pourrait être inférieur de 7 à 13 millions. La démographe Ella Libanova estime que la population actuelle de l'Ukraine se situe entre 28 et 34 millions d'habitants. Si l'on considère qu'en 1991, au moment de l'effondrement de l'URSS, l'Ukraine comptait 51 millions d'habitants, il s'agit de la disparition de la moitié de la population en 30 ans. Mais laissons de côté l'aspect démographique pour le moment. Nous y reviendrons plus tard. Alors, comment l'Ukraine a-t-elle réussi à se défendre? Et aussi dans l'espace économique. Si l'Ukraine avait mené cette guerre de manière isolée, elle l'aurait perdue depuis longtemps. Mais de même que l'économie de l'Ukraine représente 1/10 de celle de la Fédération de Russie, l'économie de la Russie représente une fraction encore plus petite, plus proche de 1/20, de la puissance économique des pays qui, d'une manière ou d'une autre, ont déclaré leur soutien à l'Ukraine et la soutiennent. C'est le soutien extérieur, tant militaire qu'économique, qui maintient Kiev en vie. Sur la base de l'outil de suivi du soutien de l'Ukraine, Ukraine Support Tracker, de l'Institut Kiel, le rapport Bruegel estime le soutien total à l'Ukraine en 2022 à près de 169 milliards d'euros. Bien entendu, il s'agit d'engagement, c'est-à-dire de promesses. Le montant effectivement versé peut différer des promesses, mais le fait qu'il s'agisse d'un montant supérieur au PIB total actuel de l'Ukraine en dit long. Strictement, l'assistance financière est évaluée à 84 milliards d'euros dans cette déclaration. Grâce à cela, selon de nombreux indicateurs économiques, la situation financière de Kiev est relativement bonne, voire excellente à certains égards. Selon la Banque nationale d'Ukraine, les réserves de change ont atteint un plafond de près de 39 milliards de dollars, le plus élevé de l'histoire. Cela contribue à la stabilité de la monnaie. Après une chute en 2022, la croissance économique
devrait se stabiliser en 2023. Les estimations font état d'une baisse minimale de 1%, voire d'une croissance de 3% en glissement annuel. En comparaison, le FMI prévoit que l'économie russe se contractera en termes nominaux d'une taille équivalente à l'ensemble de l'économie ukrainienne, soit environ 160 milliards de dollars au cours de la même période. L'aide extérieure permet à Kiev de poursuivre la lutte et de maintenir un semblant de normalité. De plus, compte tenu des circonstances, l'évaluation de l'état de l'économie ukrainienne par les différents acteurs reconnus est décente. La Commission européenne reconnaît que l'économie ukrainienne a fait preuve d'une résilience remarquable, malgré une contraction de près de 30% en 2022. Le Fonds monétaire international utilise une expression similaire pour reconnaître la résilience de l'économie ukrainienne tout en relevant ses prévisions de croissance du PIB pour l'Ukraine en 2023 entre 1 et 3%. Voici quelques mots du résumé du rapport Bruegel susmentionné. Au cours des premiers mois de la guerre, l'Ukraine a dû compter principalement sur ses propres ressources militaires et économiques. Sur le plan macroéconomique, cela a provoqué de graves tensions et défis. L'explosion du déficit budgétaire a dû être financée principalement par la NBU, ce qui a provoqué des pressions inflationnistes et créé le risque d'une crise de la balance des paiements. Heureusement, depuis le second semestre 2022, le flux d'aide financière étrangère s'est intensifié et est devenu plus régulier et prévisible, comme l'aide militaire. Cela a permis d'augmenter les réserves internationales brutes, de calmer le marché des changes, de stabiliser le taux de change et le budget, et d'assouplir certaines restrictions bancaires et de change. En d'autres termes, l'économie ukrainienne reflète des circonstances dans lesquelles elle se trouve. Néanmoins, elle montre des signes positifs et donne de l'espoir pour l'avenir. Cependant, une variable reste déterminante pour son destin. Quand et comment la guerre prendra fin? Cette variable a été le point de départ des auteurs du rapport de l'Institut ukrainien pour l'avenir, qui ont présenté deux scénarios, positifs et négatifs, pour l'économie ukrainienne au cours de l'année à venir. Commençons par le négatif. Il suppose que les hostilités se poursuivront, mais que leur phase active prendra fin au début de 2024. Il suppose qu'un cessez-le-feu sera inauguré, puis rompu par des attaques contre les infrastructures critiques ou des civils. La levée de la loi martiale, qui, selon le scénario à l'étude, se produirait dans une telle situation, entraînera une émigration massive des jeunes hommes. Le marché du travail connaîtra une forte demande de main-d'œuvre qualifiée qui ne sera pas en mesure de satisfaire. L'industrie se concentrera sur la fabrication des produits destinés à l'armée, tandis que les autres secteurs souffriront de pénuries chroniques de financement, de main-d'œuvre ou d'investissement. La confiance des investisseurs étrangers restera très faible en raison des nouvelles attaques terroristes du Kremlin. D'autre part, s'il n'y a pas de changement territorial, l'Ukraine restera gravement coupée de la mer et le transport maritime restera très coûteux et risqué en raison des ports minés. Dans un scénario négatif, les auteurs supposent également que l'aide occidentale disparaîtra progressivement. En conséquence, l'économie sombrera dans une misère croissante, ce qui, ajouté à l'impasse sur la ligne de front, contribuera au mécontentement social et même aux protestations. Si une crise économique devait frapper le monde au même moment, l'Ukraine serait encore plus vulnérable à ses effets. Le scénario positif, en revanche, implique la libération des territoires occupés. Naturellement, cela conduira à la reprise de la croissance perdue dans ces régions et au développement d'opportunités d'exportation maritime. Ce scénario suppose la poursuite d'une aide financière étrangère importante, supérieure à 30 milliards de dollars par an. Des investissements importants liés au projet de reconstruction de l'Ukraine contribueraient également à la croissance. Cela permettrait de créer des centaines de milliers d'emplois et d'encourager le retour de millions de migrants. Dans ce scénario, l'économie croîtrait à un rythme pouvant atteindre de 10 à 15% du PIB par an, comblant ainsi rapidement le fossé de l'après-guerre. Il convient toutefois de noter que les auteurs du rapport considèrent que la probabilité de ce scénario est faible. Compte tenu de tout cela, il est toutefois essentiel de prendre un peu de recul et d'examiner la question dans une perspective plus large. Une perte de 30% du PIB en un an est un résultat dramatique. Mais en termes nominaux, cela ne représente que 50 milliards de dollars. C'est relativement peu pour un pays de la taille de l'Ukraine en état de guerre totale. Les pertes d'infrastructures sont plus graves, mais même celles-ci peuvent être restaurées si la guerre s'achève favorablement.
Le PIB de l'Ukraine avant la guerre était estimé à environ 200 milliards de dollars. Aujourd'hui, après une perte de 30%, il est plus proche de 140-150 milliards de dollars et restera à un niveau similaire plus tard dans l'année. Il s'agit de chiffres importants, mais bien en deçà du potentiel démographique et géographique de l'Ukraine. Même en considérant le résultat d'avant-guerre de 2021, le meilleur de l'histoire récente, nous obtenons une valeur du PIB inférieure de 40% à celle de la République tchèque et comparable à celle de la Hongrie. Ces pays représentent environ un quart du potentiel démographique de l'Ukraine d'avant-guerre et un sixième de son potentiel territorial. Nous entrons là dans le vif du sujet. Le système hérité de l'Union soviétique en 1991, la persistance d'un système de vassalité informel à l'égard de Moscou et, pire encore, la perpétuation d'un modèle social gangréné par la corruption. Tout cela a conduit à un processus de gaspillage du potentiel démographique et territorial de l'Ukraine qui dure depuis des années. Quel gâchis ? Une comparaison avec la République tchèque et la Hongrie l'illustre bien. Théoriquement, l'Ukraine pourrait être 4 fois plus riche s'il avait suivi un modèle différent au cours des 30 dernières années. Le peuple ukrainien a tenté à maintes reprises de sortir de cet arrangement toxique. Pensons à la révolution orange ou aux événements de Maïdan. Mais la résistance du noyau dur, c'est-à-dire Moscou, a été si forte qu'une guerre totale a été nécessaire. C'est ainsi que nous pouvons juger la situation aujourd'hui. Étant donné que nous parlons d'économie dans cet épisode, l'Ukraine a du mal à se comparer économiquement à des pays ayant un potentiel démographique et territorial similaire. La Pologne, bien que 2 fois plus petite, est l'exemple le plus proche. Le FMI estime le PIB de la Pologne à 750 milliards de dollars en 2023. Si l'on compare la perte de 50 milliards de dollars de PIB de l'Ukraine à ce montant, et si l'on ajoute même la perte d'infrastructures, on obtient entre 6 et 20% du PIB annuel, que l'Ukraine, compte tenu de son potentiel, s'efforce d'atteindre et, indirectement, se bat pour y parvenir. La conclusion à tirer de cet argument quelque peu tordu est qu'en termes économiques, les Ukrainiens se battent pour un avenir beaucoup plus prospère que celui qu'ils auraient eu s'ils étaient restés sous le parapluie de la Fédération de Russie. Un avenir plus prospère, dans la mesure où, en termes nominaux, les pertes actuelles, pertes de PIB ou même d'infrastructures, peuvent facilement être compensées. D'autant plus que les prêts préférentiels, voire les subventions à la reconstruction, les réparations de Moscou et, surtout, les décennies de fonctionnement d'un système beaucoup plus efficace que celui hérité des soviétiques. Mais pour que cet avenir, pour lequel les Ukrainiens se battent aujourd'hui dans les tranchées, devienne réalité, 2 critères doivent être remplis. Tout d'abord, et c'est le plus évident, il faut une victoire incontestée sur le front. Récupérer les territoires perdus et être dédommagé par l'agresseur. Mais il est tout aussi important de changer l'état d'esprit de la société ukrainienne, d'éliminer la corruption omniprésente, le népotisme et l'oligarchie, qui sont, après tout, les caractéristiques mêmes de la nation contre laquelle l'Ukraine se bat, et de parier plutôt sur la transparence et la méritocratie. Bien entendu, il s'agit d'une tâche extrêmement difficile qui nécessitera des décennies de travail. Le gouvernement de Zelensky progresse lentement dans cette direction, qui est l'un des critères de la future admission du pays dans l'Union européenne. Le rapport de la Commission européenne note des progrès dans le domaine judiciaire et dans l'indépendance des médias. Cependant, la loi anti-oligarchie, par exemple, reste un problème. Si la création de normes juridiques punissant sévèrement la corruption, par exemple, est cruciale, la base de la création de ce nouveau système sera un changement monumental dans la société elle-même. Ce qui déterminera en fin de compte l'issue de la guerre en cours. Même si l'Ukraine gagne la guerre sur le front, mais ne subit pas de transformation interne spectaculaire, des millions d'Ukrainiens qui ont goûté à la vie à l'Ouest hésiteront à revenir à un système fondé sur la corruption. Toutefois, si le pays réussit sa transition ou évolue dans la bonne voie, il a la possibilité, en cas d'issue positive sur le front, de subir une reconstruction complète, infrastructurelle, économique et sociale. Le projet de reconstruction, les réparations et le crédit bon marché stimuleront la croissance du PIB et créeront des centaines de milliers d'emplois. Et ceci, associé à une réforme socio-juridique, convaincra des millions de migrants de revenir et de reconstruire leur patrie. Telle est la véritable définition de la victoire. En même temps, c'est la tâche la plus difficile que l'on puisse imaginer. Mais les jeunes Ukrainiens d'aujourd'hui ne se battent pas pour rien d'autre que pour leurs enfants.
La guerre est donc la plus grande tragédie de l'histoire de l'Ukraine, mais c'est aussi sa plus grande chance pour un avenir meilleur.